Enchaîner les années de mariage, c'est bien. Mais faire que ces années de mariage comptent, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, nous allons vous partager nos 7 étapes pour planifier la nouvelle année ensemble en tant que couple, afin d'avancer main dans la main dans votre vision commune. C'est parti! La première étape, c'est de fixer un moment dédié pour planifier ensemble. Regardez dans votre agenda un moment où vous pouvez être au calme, où vous pouvez vous concentrer, mettre le téléphone de côté, sortir vos agendas et commencer à avoir des discussions, un échange, une véritable connexion pour vous projeter dans l'année à venir. Alors, en plus du moment dans l'agenda, il y a aussi l'endroit où vous allez faire ce bilan-là qui est important. Idéalement, si c'est possible pour vous, vous pouvez même vous réserver un week-end tous les deux dans un endroit calme, hors de votre train-train quotidien pour vraiment déconnecter de votre routine habituelle et vous retrouver en fait. Quand c'était possible pour nous, surtout avant qu'on soit parents, on le faisait. On l'a fait en tout cas, de réserver un endroit où on pouvait se retrouver tous les deux. Et maintenant, depuis qu'on est parents, on s'assure toujours que notre fille ne soit pas à la maison quand on a besoin de prendre ces temps-là. Parce qu'en général, ça nous prend quand même 1 à 2 journées de se poser déjà pour faire la première étape avant de planifier qui va donc être le bilan de l'année écoulée. Avant de planifier l'année à venir, il faut déjà regarder comment l'année en cours s'est passée. La deuxième étape va être de faire le bilan de l'année écoulée. On vous recommande vraiment de faire cet exercice avant le début de la nouvelle année parce que si vous le faites en amont, ça vous permet déjà d'avoir votre plan d'action pour démarrer l'année sereinement. Donc, prenez ce temps pour faire le bilan de l'année écoulée. Et une astuce que nous, on utilise, c'est de prendre par exemple votre téléphone. Si vous avez l'habitude de faire des photos régulièrement, vous pouvez parcourir votre téléphone et regarder un peu les photos que vous avez prises. Ça va vous permettre de vous rappeler les moments importants que vous avez vécu cette année. Et non seulement vous allez commencer par lister les moments forts de votre année, mais aussi peut-être les leçons que vous en avez tirées et échanger un peu comment chacun a vécu l'année, quels étaient les moments forts, quelles sont les leçons que vous tirez de cette année, qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment par exemple l'année prochaine. Donc c'est vraiment cette étape de bilan pour poser déjà qu'est-ce qu'on avait prévu cette année, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé et pourquoi, quelles leçons on tire pour l'avenir. Parce qu'on n'apprend pas juste en accumulant des informations. Souvent, c'est aussi en s'arrêtant pour réfléchir à ce qu'on a vécu qu'on apprend et qu'on grandit. Et c'est important de célébrer à ce moment précis, quand vous faites le bilan, de célébrer ce qui s'est bien passé, d'encourager l'autre en lui disant « Voilà, je suis fier de toi, de la façon dont tu as géré cette situation. » Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire peut-être, c'est le moment aussi d'ouvrir votre cœur par rapport à une situation qui est passée. Mais en revenant, en faisant ce bilan-là, vous pouvez avoir une deuxième discussion, un échange que vous n'avez pas eu au moment où cet événement est arrivé. Si vous avez un journal, peut-être que vous avez noté les émotions par lesquelles vous êtes passé, c'est peut-être l'occasion aussi de partager cela avec votre mari ou votre femme pour qu'il puisse aussi comprendre un peu mieux comment vous avez vécu cette période-là de l'année. Et donc, en fait, là, vous vous rendez compte que l'idéal, c'est d'avoir quand même plus régulièrement dans l'année des moments où vous pouvez vous poser pour faire le point sur comment va votre relation. Ouais. Parce que du coup, si vous attendez une fois dans l'année pour le faire, ça va être compliqué parce qu'il y aura vraiment des bagages à gérer. Mais si vous avez pris l'habitude déjà pendant l'année de faire des points réguliers, que ce soit des petits points toutes les semaines, tous les mois ou autres, ça va vous permettre déjà d'avoir fait un suivi, on va dire, et que ces moments ne s'éternisent pas non plus. Donc, après avoir fait le bilan, la troisième étape, c'est de vous réaligner sur vos priorités. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Et vos priorités, vous pouvez même les définir selon les domaines de votre vie. Vous devez préciser les priorités pour votre couple et votre famille. Vos priorités peut-être sur le domaine professionnel ou personnel. Mais ce moment d'échange va vous permettre d'extérioriser peut-être des choses que vous avez commencé à avoir en réflexion pour l'année à venir. Vous dire, voilà ce qui va être important pour moi dans cette future année.
Et c'est important de faire cette étape parce que d'une année à l'autre, votre situation peut évoluer. Si par exemple, entre-temps, vous êtes devenu parent, entre-temps, vous avez changé de travail, vous êtes passé du salariat à l'entrepreneuriat, comme ça a été notre cas ces dernières années, le fait de faire ces points-là, en fait, permet que chacun ne prenne pas une direction séparée et que vous soyez alignés sur ce qui est important pour votre couple et que en fait vos décisions derrière les objectifs que vous allez vous fixer ensuite pour l'année soient alignées avec ces priorités-là. Donc l'étape numéro 4, ça va être ensuite de vous fixer des objectifs pour la nouvelle année. À force de faire cet exercice, on s'est rendu compte avec différents conseils qu'on a pris aussi à gauche à droite et l'expérimentation qu'on a pu faire, c'est que fixez-vous maximum 10 objectifs. C'est très important. Sur l'année. Et ayez vraiment en tête les domaines précis, par exemple couple, famille, vie professionnelle, vie spirituelle. Il y a une liste de domaines que vous pouvez avoir, les domaines de vie. Et dans chaque domaine, fixez-vous des objectifs. Mais n'ayez pas une liste de plus de 10 objectifs. Parce que quand vous en mettez trop ensuite, c'est compliqué. On se disperse. On se disperse. Donc, sur une année, focalisez-vous sur une dizaine d'objectifs que vous voulez atteindre et soyez très précis. C'est-à-dire que par exemple, si dans le domaine des finances, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'épargner, ne vous dites pas il faut juste qu'on épargne plus d'argent. Vous voulez épargner combien et pourquoi? Donc voilà, soyez vraiment clair parce que c'est à partir de quand vous aurez défini des objectifs clairs que vous pourrez ensuite trouver des actions précises à poser. Si vous mettez juste des intentions, ça peut être compliqué ensuite de savoir comment vous allez concrétiser ces objectifs-là. Et quand votre objectif est précis et mesurable, cela vous permet aussi de garder une certaine motivation, de pouvoir vous rendre compte, est-ce que vous avancez vers la réalisation de votre objectif ou est-ce que vous stagnez? Si vous n'avez pas d'éléments qui vous permettent de vous dire j'avance ou pas, au final, comme elle l'a dit, ça reste une intention, un vœu pieux. Et au final, c'est quelque chose qui va plutôt vous démoraliser, de vous dire ben, je n'y arrive pas, je n'accomplis pas mes objectifs. Oui. Si on peut vous donner un exemple, un de nos objectifs cette année, c'était de revenir sur YouTube et de poster régulièrement une vidéo par semaine. Maintenant, il ne faut pas mettre l'échéance de tous vos objectifs à la fin de l'année. Donc, on a essayé de découper l'année en trimestres. Et par exemple, on s'était dit, OK, quand on regarde un peu notre planning, c'est à partir du 3e trimestre que ce sera possible. Et donc, cet été, on s'est remis au travail et depuis, jusque-là, on a tenu cet objectif. Ça nous demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'ajustements dans notre agenda, d'être régulier. Mais comme c'est un objectif prioritaire parce que ça correspond à notre vision, à nos priorités dans cette saison, on se donne les moyens pour être ici avec vous toutes les semaines. Dans la planification de votre année, il est important de prévoir, de planifier des moments de connexion. C'est vrai avec tout ce qui arrive, le travail, les enfants, oui, toujours le travail, les enfants, les responsabilités, vous pouvez réellement vous éloigner sans forcément vous en rendre compte et vous retrouver à un moment de l'année et vous dire mais en fait, on n'est plus un couple, on n'est plus unis. Donc dans ces moments de planification, anticipez le coup et dites-vous peut-être qu'on va prévoir une escapade dans le trimestre ou peut-être une escapade dans l'année, mais vous le planifiez, ce qui va vous permettre de prévoir le budget qui va avec, d'avoir l'organisation qui va avec et sans agir dans l'urgence parce que vous l'aurez déjà planifié. Donc nous, par exemple, en début de cette année, on a prévu d'avoir un moment mensuel où on va vraiment prendre du temps pour se reconnecter, un moment de qualité en couple de façon mensuelle. Donc la fréquence peut être différente pour vous, mais le fait de l'anticiper va vous permettre de mieux vous organiser et d'avoir le budget qui va avec s'il y a besoin d'un budget, bien sûr. Et concrètement, comment ça se passe notre temps mensuel par exemple? Lui, ça arrive qu'il pose un jour au travail pour qu'on ait ce moment-là. Donc, c'est pour vous dire que quand on vous dit de planifier et d'anticiper, c'est que ça va vraiment venir aussi vous demander de mettre en place des actions dans votre quotidien pour que les objectifs que vous vous êtes fixés puissent arriver. Et comme on le dit toujours, un mariage épanoui, c'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que vous voyez que c'est pas genre juste parce qu'on était bien intentionné qu'on a pu créer ces moments de qualité. C'est qu'on
on a mis en place des actions concrètes pour que ça se produise. Il a quand même dû poser plusieurs fois dans l'année des jours de congé au travail pour qu'on puisse passer du temps ensemble pendant que notre fille était à l'école. Donc ça, c'est des moments qui nous ont permis de nourrir notre relation. Donc vous aussi, essayez de voir. Peut-être, ça peut être pour l'occasion de votre anniversaire de mariage. Par exemple. Ou si vous avez l'occasion, parce que vous êtes parent, de confier vos enfants à des personnes de confiance pour partir une fois, même si c'est une fois dans l'année. Et ensuite, pendant l'année, essayez de voir quand vos enfants sont à l'école, si vous pouvez vous retrouver. Créez vraiment ces moments parce que les années passent vite et vous pouvez juste vous retrouver là à être des colocataires, à ne plus entretenir la passion dans votre couple. C'est important, même après plusieurs années, de rester amoureux et de nourrir cette passion-là. Donc, dans vos objectifs de l'année, il faut que cette dimension-là soit aussi présente. L'étape suivante, c'est de planifier l'aspect financier de votre année. Là, c'est vraiment tout un programme qu'il faut faire, mais dans la grande idée, c'est de vous projeter sur votre année. Quels sont les grands événements? Quelles sont les grosses dépenses qui vous attendent en dehors de vos dépenses habituelles et de pouvoir les planifier sur les mois concernés. Et pour vous aider à y voir plus clair sur votre année financièrement, on vous propose de vous procurer notre propre fichier budget annuel qu'on utilise et que je propose aux personnes qui sont inscrites à mon programme Objectif Sérénité Financière. Vous pouvez le procurer dans la barre de description. On va vous montrer un peu à l'écran à quoi ça ressemble. C'est vraiment un fichier assez simplifié, automatisé, optimisé aussi pour vous aider à juste avoir une vision claire de votre année financièrement. Ça peut être un bon outil qui va vous aider en tant que couple à avoir une discussion concrète et pas juste émotionnelle sur vos finances en fait. Parce que quand vous avez les chiffres en face de vous, vous avez des éléments concrets pour échanger, pour planifier. Pas juste des plans sur la comète. Et là, vous avez vraiment votre situation financière en face de vous. C'est important de faire ce travail-là avant que l'année commence, surtout si vous savez qu'il y a des grands changements qui arrivent. L'arrivée d'un enfant, peut-être un changement d'emploi, peut-être que vous avez un contrat qui se termine, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez des projets comme ça sur l'année qui vont vous demander un certain investissement financier. Donc, planifier va vous permettre une fois de plus d'anticiper et avoir cet échange-là en amont va vous permettre aussi de vous aligner, de partager les informations que l'autre n'a pas et aussi de communiquer votre vision. La dernière étape, et peut-être même la plus importante, c'est de prier pour avoir la direction de Dieu pour cette année à venir. Oui, c'est vrai, vous avez peut-être déjà reçu des choses, mais en commun, prier ensemble pour une vision pour cette année qui se présente devant vous est vraiment, vraiment importante. Et dans ce moment-là de planification, c'est aussi l'occasion pour vous de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour vous. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Et dans cet échange, peut-être que l'un va recevoir quelque chose, on le dit souvent, l'un va recevoir quelque chose, l'autre va recevoir une autre chose et la mise en commun va vous permettre d'avoir une vision équilibrée pour votre couple. Donc, priez ensemble pour savoir là où Dieu vous attend dans cette année à venir. Et en principe, même avant de commencer, bien sûr que vous avez déjà prié, mais là, l'idée, c'est vraiment plus de confier à Dieu l'année à venir aussi et de lui recommander vos projets parce que la Bible dit que l'homme fait des projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc oui, on vous conseille de planifier, etc. C'est notre responsabilité, c'est notre rôle. Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne dépend plus de lui ou qu'on fait, on contrôle tout. Une fois qu'on a fini de faire ce travail-là, c'est de soumettre à Dieu en lui disant finalement Seigneur, c'est toi qui es Dieu et on te remet toutes choses et conduis-nous en fait. Si jamais peut-être il y a des choses qu'on a prévues et que toi tu veux déranger nos plans, on se soumet à toi. Nous allons vous mettre à disposition une checklist pour vous permettre de savoir quoi faire dans ce moment de planification. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce fichier-là dans la barre de description de cette vidéo. Et je veux vous laisser une dernière petite astuce. C'est une bonne chose que nous on a vu de laisser décanter les choses. Peut-être le faire ce moment de planification plutôt que de le faire sur un jour, de le faire sur 2 jours. Entre un premier échange que vous avez eu en jour 1 et un deuxième échange que vous avez eu en jour 2, il y a peut-être des choses qui sont clarifiées, des choses qui ont maturé en vous. Donc, si vous pouvez le faire sur plus d'un jour, sur 2 jours par exemple, ça peut être aussi intéressant. Ok, dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions, si vous planifiez d'habitude votre année en couple ou si vous ne le faites jamais, si vous comptez appliquer ces conseils. On a hâte de vous lire et que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a béni, partagez-la à quelqu'un qui est autour de vous et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à
la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos qui vont vous aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite. Dire quel type de montant tu dois mettre dans chaque ligne. Donc ici, tu vois revenu 1, revenu 2, revenu 3, revenu 4. Ça veut dire que sur ces 4 lignes, ce que tu dois renseigner, ce sont des revenus. Donc par exemple, moi, à titre personnel, pour les revenus, la catégorie, j'ai appelé entrée d'argent. Donc tu vas mettre entrée d'argent. La sous-catégorie, par exemple, tu vas mettre ta première entrée d'argent, ça va être par exemple ton salaire si tu es salarié. Ici, tu vas voir que revenu, bah du coup, soit tu peux appeler soit revenu, soit entrée d'argent. Moi, je l'appelle entrée d'argent. Et du coup, par exemple, là, j'ai fait un copier-coller, mais tu pouvais écrire si tu le souhaites. Salaire, tu peux mettre allocation. Ici, tu peux mettre, par exemple, remboursement. Moi, je note ça aussi parce que du coup, tu as les remboursements de la Sécu, etc. Et puis, voilà, tu peux mettre, si par exemple, tu peux mettre autre. Voilà, comme ça, si tu as des rentrées exceptionnelles, tu peux aussi les prendre en compte. Et l'idée ici, c'est que tu vas venir devant chaque mois estimer les entrées que tu attends. D'accord? Ici, ton salaire, normalement, tu dois le connaître. Disons que tu gagnes 2 000 € tous les mois. Donc, ce qui est cool avec ça, c'est que comme tous les mois sont mis les uns à la suite des autres, tu peux juste faire un copier-coller. Là, je fais un CTRL-C et je me place là et je vais sélectionner toutes les cellules, pardon, jusqu'à décembre. Et je fais là, pour ne pas casser ma mise en forme, je fais un CTRL-V. Mais après, tu n'es pas libre. Tu es libre de ne pas faire comme ça. Tu peux écrire dans chaque colonne, c'est comme tu veux. Mais moi, vu que je suis habituée à utiliser Excel, j'ai un peu des raccourcis comme ça que j'utilise. Donc, voilà. Et par exemple, souvent je sais que quand tu es salarié, des fois en novembre tu peux avoir un 13e mois. Ça veut dire que par exemple, tu sais qu'en novembre tu vas avoir plutôt 4 000 € au lieu de 2 000 parce que tu auras ton 13e mois qui va tomber, tu vois. Et là, ici, tout de suite, tu vois le total de tes revenus sur l'année. Et c'est pareil, tu vas faire la même chose partout. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, ici, tu vas faire la même chose.